Okay, Certainement. welcome everyone. Welcome Bonjour à on tous. Facebook and Je vous welcome souhaite on la Zoom. bienvenue Before sur we will Facebook et properly sur start with Zoom. our conversation, Avant de lancer le for débat, those who joined us on pour ceux qui Zoom, nous you can rejoignent choose sur three Zoom, different vous pouvez channels. choisir You can choose the de English suivre ce channel in case webinaire you en anglais you don't understand en French. vous You can choose connectant the sur le canal French channel. Vous pouvez anglais. Si vous choisir le désirez canal suivre en français, français que vous préfériez suivre les débats en français. And you can choose the et original ensuite vous channel. pouvez suivre Et également ou dans sélectionner le le cas canal où vous voulez original. suivre donc l'échange en langue originale, donc en français and in English at the same time. For those of you who are following us on Pour ceux Facebook, qui I nous welcome you, suivent but sur in Facebook, j'aimerais vous Facebook we souhaiter la only have the original bienvenue, mais sur channel Facebook, vous ne option. pourrez We écouter will que start la with langue our originale. Nous allons sans plus conversation attendre now, commencer ce and débat I give the floor et je to donne sans Christoph plus Schröder attendre la for parole à his Christoph introduction. Schröder pour quelques Merci, mots Jonathan. d'introduction. Je tiens à féliciter les représentants de l'opposition bélarusse pour leur courage, leur résilience et leur détermination. Ils ont tenu bon et restent déterminés face à un adversaire beaucoup plus fort. Mais ils ont de leur côté quelque chose que la force brute ne pourra jamais vaincre, la vérité. Chers lauréats, restez forts et n'abandonnez pas votre combat. Sachez que nous sommes à vos côtés. Mesdames et messieurs, c'est avec ces mots que le président du Parlement européen, David Sassoli, a annoncé il y a une semaine la décision de décerner le prix Sakharov 2020 pour la liberté de l'esprit à l'opposition démocratique au Bélarus. L'opposition démocratique au Bélarus est représentée par le Conseil de coordination, une initiative de femmes courageuses ainsi que de figures politiques et de la société civile de premier plan. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du EU Talk qui vous est proposée par le bureau du Parlement européen et la représentation de la Commission européenne au Luxembourg. Ce soir, nous allons discuter de la situation au Bélarus ainsi que la position de l'Union européenne avec la députée européenne Isabel Wiesler-Lima qui nous a rejoint déjà. Je devrais excuser Charles Goerens parce qu'il doit assister à une réunion de trilogue dans le cadre d'un rapport dont il est co-rapporteur, une réunion qui vient d'être ajoutée au calendrier à la dernière minute. Mais il sera remplacé, si je peux dire, par le député européen lituanien, Petras Auštrevičius, qui va nous rejoindre à mi-cheminée de l'aéroport de Bruxelles. Notre table ronde, qui n'est pas vraiment ronde, est néanmoins bien remplie. Mon collègue Jonathan Ponchon va animer le débat et va vous présenter les intervenants. Un grand merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Vous montrez ainsi aussi votre intérêt à ce qui se passe dans notre voisinage, dans l'est de notre continent commun. Jonathan, je te passe la parole. Merci beaucoup, Christoph Schröder. Thank you very much for the people listening to this exchange. And thank you very much to the panelists for taking Merci part in aux this exchange. membres du panel d'avoir pris Christophe, you part already à cet introduced échange. our MEPs Christophe, that will be vous taking venez part in de this présenter exchange. effectivement I want to les parlementaires welcome européens qui also vont prendre part à ce Natalia débat. J'aimerais Jelasevic, également who is souhaiter the la bienvenue à director Natalia of the Jelasevic, qui est directrice du secrétariat du Forum de la société civile du partenariat oriental. Je suis désolée, la connexion est mauvaise. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Lavon Marosao. Lavon Marosao, qui est secrétaire international du Conseil des jeunes du Bélarus et qui est le seul participant qui se trouve physiquement au Bélarus et qui de ce fait court un risque énorme. Merci à vous de nous rejoindre et merci à vous notamment de faire preuve de ce courage. Lavon, comment allez-vous? Pouvez-vous nous rassurer? Comment allez-vous
Dites-nous. Yeah, thank you very much. Are you hear me? Yeah, Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre... We can hear you, yes. Nous vous entendons, oui, merci beaucoup. Thank you merci beaucoup. So much to speak today for the opportunity. I will merci de me donner la possibilité de m'exprimer cet après-midi ou ce soir et de peut-être revenir plus en détail sur ce qui se passe au Bélarus. Merci également, bien évidemment, pour le soutien que vous avez manifesté. Alors, il faut savoir que pour l'instant, au Bélarus, le système judiciaire est plus un système de sanctions qu'autre chose. Il y a maintenant 6 cas de torture et de poursuites illicites dont on a fait état. Les jeunes sont principalement touchés. Des amis et des collègues font l'objet d'humiliation parce que, sous prétexte qu'ils troublent l'ordre public. Ceci est totalement faux et j'espère en fait que nous allons pouvoir continuer à défendre les droits civiques et, je dirais, faire une transition vers une transition du pouvoir. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai étudié ici à Minsk. Dans la ville où je suis né, j'ai 2 officiers du KGB m'ont suivi. J'ai perdu mon emploi. L'administration refuse de reconnaître le fait que je fasse prévaloir mes droits, notamment des droits humains. Pour l'instant, il y a 2 semaines, nous avons préparé un rapport sur les droits des jeunes. Il y a 2 semaines, je vous le disais, j'ai essayé d'expliquer le fait que le droit international des droits des jeunes sont très importants, y compris au Bélarus. Et moi, je ne veux pas quitter ce pays, je veux vivre ici, c'est chez moi. Alors, je comprends parfaitement bien et je sais comment vivent les jeunes en Europe notamment. Et c'est finalement ce que j'espère également pour les jeunes de mon pays également. Parce que ce qui se passe ici, ce n'est pas une révolution, c'est plutôt un mouvement de contestation. Quand vous regardez ce qui se passe sur Facebook ou ailleurs, vous verrez que ce sont des gens tout à fait normaux qui ont des principes moraux. Nous vivons tous ici, nous sommes tous ici, mais tous les jours, tous les week-ends, les étudiants, les travailleurs, le personnel soignant descendent dans la rue pour manifester paisiblement, en paix, pour simplement prôner la vérité et ne pas troubler la paix. Il faut savoir qu'il y a plus que des dizaines de cas de torture ont été dénombrés au Bélarus pour l'instant. Et pas une seule enquête n'a été initiée. Pas une seule enquête n'a été initiée depuis le 9 août. J'ai moi-même compreniez ce qui se passe dans la rue chez nous. J'ai moi-même subi
J'ai moi-même subi des exactions, j'ai dû être transportée à l'hôpital, on m'a soigné. C'est plus un mouvement, et je le répète, de contestation qui pour l'instant a lieu dans l'ensemble du pays. Vous le lisez probablement dans les journaux, et comme vous l'entendez, effectivement, cela fait déjà maintenant 3 mois que nous manifestons, que nous descendons dans la rue, 3 mois, et pendant ces 3 mois, des dizaines de milliers de personnes, 50 000 personnes ont été arrêtées. C'est pour vous donner l'idée de l'ampleur, en fait, des choses. Et si nous pouvons pousser le système, opérer une transition, ce serait une bonne chose, mais ce qui se passe ici, c'est un véritable cirque. Imaginez, les 9 et 10 août, les magistrats sont venus dans les prisons. Les gens qui ont été arrêtés ne savaient même pas pourquoi ils ont été arrêtés, ne comprenaient pas ce qui se passait. Dès que vous êtes arrêté, les ordinateurs sont saisis, les smartphones également, et pour récupérer ce qui est à vous, vous devez aller au commissariat, demander à ce qu'on vous restitue vos effets personnels. Et lorsque vous retournez en prison, vous êtes de nouveau arrêté, après être torturé. Il faut comprendre ce qui se passe ici. Alors bien sûr, il y a énormément de gens qui ont été torturés et assassinés, mais après 3 mois de protestation, nous demandons toujours le changement dans notre pays. Effectivement, j'entends bien que ma connexion visiblement pose un petit souci, donc je vais essayer de parler aussi lentement que faire se peut. Vous nous donniez là des chiffres, vous nous donniez également une idée de ce qui se passe pour l'instant. Je suis désolée, la connexion s'est interrompue, l'interprète perd le streaming. Is it a problem from Jonathan's side, yeah? C'est un problème du côté de Jonathan, demande oui, voilà. Donc, effectivement, des gens qui sont emmenés, sur lesquels on met des cagoules et qui ne savent même pas où on les emmène. Pardon, Jonathan, visiblement, ce serait une bonne idée peut-être de rafraîchir votre page sur Zoom parce que la connexion est vraiment, vraiment faible. La connexion est très instable. Bien. D'accord, alors je donnais simplement quelques 300 enquêtes judiciaires qui ont été lancées, ouvertes, initiées, des gens qui ont été enlevés par des hommes cagoulés, emmenés en prison, donc on ne peut que imaginer ce qui se passe pour l'instant. Merci Lavon. Et sur cette note-là, j'aimerais passer la parole maintenant à Natalia Iracevic. Natalia, qui elle est directeur du secrétariat du partenariat du Forum de la société civile, qui évidemment a également un contact avec la Biélorussie. Vous êtes vous-même citoyenne du Bélarus, vivant à Bruxelles. Comment votre organisation garde-t-elle et maintient-elle le contact avec la société civile à Bruxelles? Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup pour cette invitation à cet événement. Merci effectivement de maintenir le Bélarus à l'agenda des institutions européennes. Je suis effectivement remplie de gratitude par rapport à l'octroi du prix Sakharov à l'opposition démocratique bélarusse. Donc, en ce qui concerne la société civile et la manière dont effectivement on maintient les liens avec la société civile bélarusse, je pourrais dire que les liens sont très bons. Les liens sont bons, les liens sont forts. Nous gardons bien évidemment le lien quasiment journalier, mais il est évident que depuis le mouvement de contestation et Internet,
qui est quasi bloqué, il est très difficile de rester par ce biais-là en contact. Alors parfois, les gens arrivent quelque peu en retard. Et là, je vous assure que vous avez peur. Vous prenez peur parce que vous pensez à ce qui aurait pu se passer. Est-ce que la personne a été arrêtée, battue? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Donc, ce sont vraiment des moments compliqués pour les gens sur le terrain aussi. Et donc, vraiment, nous sommes admiratifs du courage, admiratifs du courage des gens sur le terrain, parce que les gens travaillent, ensuite sont bénévoles pendant le week-end, le soir, pour effectuer toute une série de tâches, toute une série d'activités également qui dépassent probablement les mouvements de contestation, que ce soit des réunions qui sont organisées dans les cours des immeubles d'appartements, toute une série d'activités qui finalement sont organisées. Et je dois dire que les gens, je pense, sont à la fois épuisés mentalement et physiquement. Il y a bien sûr une énorme énergie qui se dégage de cette population qui est unie, qui se serre les coudes et qui voit quelques résultats être produits. Mais c'est clair qu'il s'agit ici non pas d'un sprint dont on parle, mais plutôt d'une course de plus longue haleine, beaucoup plus longue qu'on ne le pense, avec effectivement des moments émotionnellement qui sont beaucoup plus compliqués. Si maintenant on doit mentionner la réponse européenne à ce qui se passe au Bélarus, je pense qu'il y a énormément de réponses, énormément de réactions également, de main tendue entre différentes organisations. Les syndicats européens notamment n'ont pas hésité à contacter les syndicats bélarusses, idem entre les organisations de jeunes, notamment toute une série d'organisations, d'associations qui contactent leurs partenaires, leurs homologues dans le pays. Et c'est clair qu'il s'agit là de quelque chose d'extrêmement important pour garder effectivement le moral dans le pays, notamment pour ceux qui sont sur la ligne de front, véritablement, dans la société civile, qui travaille également avec les victimes du régime et qui espèrent ou qui sont là pour donner conseils juridiques, financiers, voire médicaux dans certains cas. Outre cela, il ne faut pas oublier non plus que la population ou que ces gens de l'opposition également craignent, que ce soit pour leur vie, la vie de leur famille également, de leurs proches. Vous pouvez à moment être enlevé en rue et jeté en prison. La situation est vraiment très compliquée. Il y a une absence parfaite et totale de l'état de droit au Bélarus pour l'instant. Natalia, vous disiez que vous étiez, je venais de dire que vous vivez à Bruxelles. Bruxelles, le cœur plutôt des institutions européennes. Et dès lors, qu'attend ce forum, votre forum des institutions? Alors nous faisons partie de l'architecture de ce partenariat et du cadre plus général. Nous sommes donc à ce titre-là reconnus par les institutions et les États membres dans le processus notamment de la politique de partenariat. Nous avons donc la possibilité d'approcher les organisations à Bruxelles, les institutions, les bailleurs de fonds, et bien sûr que nous travaillons sur 6 pays, mais bien sûr la situation au Bélarus change très fréquemment. Donc il faut absolument maintenir le contact avec les décisionnaires, leur donner des informations de première main sur la situation. Et bien sûr, on organise des réunions, des événements, on mène des travaux de recherche, on produit également des recommandations pour les personnes qui prennent les décisions. On attire leur attention aussi sur la société civile pour leur dire à quel point la société civile est extrêmement importante parce que c'est société civile est là notamment
également depuis le début de la pandémie, qu'elle peut travailler avec la population et l'accompagner plutôt que l'État qui, lui, est totalement défaillant en termes de prestations de services. Lavan, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai vu que vous avez levé la main. Non. Avant de redonner la parole à Isabelle Huizard, je voudrais mentionner une anecdote. Quand je vous ai contacté la semaine dernière pour vous inviter à participer à cet échange, vous avez dit, en principe, oui, pourquoi pas? Mais je ne peux pas vous donner une réponse maintenant parce que notre directeur est traîné devant la justice et des autorités de police sont en train de saisir toutes ses affaires chez lui dans son appartement, ordinateur, téléphone, et donc il est dans une situation tout à fait dramatique. Non, alors je sais qu'il y a actuellement la population en Bélarus est en grève. Alors, avant toute chose, pourriez-vous nous expliquer brièvement à quoi ressemble la vie de tous les jours? Qu'est-ce que vous pouvez planifier pour demain? Y a-t-il des actions prévues pour demain? Qu'est-ce que vous faites en fait actuellement? Ça, c'est une question difficile, mais merci de me la poser. Nous sommes en train, nous réfléchissons à tout ce qui a trait à la sécurité. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, par exemple? Dans mon profil, vous pourrez trouver quelques explications, mais alors bien sûr, il y a de la crainte, il y a de la peur. Et bien sûr, il y a une grève en cours à Minsk. Et d'ici quelques jours, ça devrait s'étendre à l'ensemble du pays. Certains de mes amis ont déjà quitté le pays parce que il y a des affaires pénales qui ont été ouvertes. Il y a des personnes du KGB qui viennent chez nous, qui perquisitionnent, qui saisissent donc nos ordinateurs, par exemple. Alors, moi, en tant qu'avocat, je veux pouvoir maintenir la liberté d'expression et continuer de vivre dans mon pays. Mais, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Le gouvernement fait ce qu'il veut, sans aucun respect de la loi. Alors moi, je ne suis pas du domaine politique, je ne suis pas de la sphère politique. Mais je me dis que j'ai le droit de parler avec vous, de dire la vérité, de dire ce que j'observe. Mais effectivement, j'ai des collègues qui se trouvent dans une position très dangereuse, qui mènent certaines activités qui risquent de leur coûter, qui risquent de payer le prix fort pour cela et que vraiment on a peur que dire, que faire. Mais bon, en tout cas, moi, je ne veux pas quitter le pays, ça c'est sûr. Effectivement, il n'y a pas d'état de droit en Bélarus pour l'instant. Alors avant, je vais passer au français pour m'adresser à Isabelle Huizard dans un instant, mais je viens de lire un message disant que si vous voulez suivre en anglais, vous devez choisir le français. Si vous voulez choisir le français, vous devez vous mettre sur le canal anglais. Apparemment, il y a une inversion de canaux, désolé. Mais voilà, je suppose que vous avez déjà compris comment ça fonctionne. Donc, Lavon vient de nous dire clairement qu'il n'y a plus l'État, ou plus, la question se pose, est-ce qu'il existait à un certain point au cours des dernières années, mais l'État de droit n'existe pas en Biélorussie.
Je sais qu'à travers votre travail d'eurodéputé, les questions d'état de droit, bon, pas seulement en Biélorussie, mais d'un point de vue général, c'est des questions qui vous sont importantes dans votre travail d'eurodéputé. Si vous entendez ces témoignages très courageux, comme je trouve, de Lavon de Biélorussie, avec vous en tant qu'eurodéputé, mais en tant que c'est encore si je peux dire, encore un jeune aussi, donc en tant qu'ancienne prof qui instruisait la jeunesse, ça vous fait quoi? Merci pour la parole. Permettez-moi tout d'abord vraiment tout au premier lieu, de dire mon admiration pour les gens qui vont dans la rue et qui savent ce qu'ils risquent et qui vont quand même, et aussi pour le courage qu'ils montrent en restant alors même qu'ils sont vraiment en danger. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et ensuite, je voudrais aussi, si vous le permettez, d'abord effectivement réagir à ce que tant Lavon Marosaud que Natalia Jarachevich ont dit, parce que ça me semble très important et ça me touche énormément. C'est-à-dire que nous avons promis au Parlement européen, nous avons promis, je l'ai dit dans la plénière, que nous allions garder Bélarus à l'agenda, et nous l'avons fait. Et nous allons continuer à le faire. Nous sommes plusieurs députés qui sont très concernés et nous sommes concernés, nous allons continuer à le faire. C'est une promesse, on va la tenir. Donc, le prix Sakharov, je suis très contente, très fière qu'on ait ce prix Sakharov-là, et je crois que nous sommes nombreux, là aussi, à partager cette fierté. Ensuite, je voudrais dire que j'admire vraiment le courage de Lavon Marosaud, ce qu'il nous a dit, et je voudrais reprendre ce qu'il a dit sur No investigation has been done. Nous avons eu, et je crois que c'est important pour vous, parce que ça vous montre l'appui que vous avez de notre part. Nous avons eu au Parlement européen, la semaine dernière, une commission qui a traité uniquement de l'impunité par rapport à ce qui se passe en Bélarus. Ça a été le sujet de la commission. C'est de cela qu'on a traité pendant 1h30, 2 heures. Seulement de cela. Et on a aussi évoqué le fait que, au niveau du Conseil de l'Europe, il y a une volonté, le Conseil de l'Europe, il y a une volonté qu'il y ait des enquêtes. Au niveau du Parlement européen, nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête. Ça va être très difficile pour le moment. Mais il est clair que la volonté est là. Et nous avons aussi demandé à ce que les forces soient unies, puisqu'au niveau de l'ONU, il y a aussi quelque chose qui se met en marche. Et donc, il est très important que justement, ensemble, la communauté internationale, parce que vous avez à 100% raison quand vous dites que quand il s'agit des droits humains, ce n'est plus une affaire intérieure. Vous avez tout à fait raison, et c'est comme ça que nous le voyons. Je suis membre de la sous-commission des droits humains au Parlement européen, et nous le voyons exactement de cette façon, là aussi. Donc, vous savez qu'à ce niveau-là, vous avez notre appui, et vous avez de notre côté vraiment une pression pour que ça se fasse. Et je crois que ça, c'est aussi important à savoir. Est-ce que je peux encore, je sais que vous allez devoir partir, et je suis désolée, Jonathan, au fond, je n'ai pas encore tout à fait répondu à votre question, mais l'état de droit est quelque chose que nous défendons effectivement, et il n'est plus respecté d'aucune façon en Bélarus. Moi, je voulais simplement demander à Lavon Marosaud s'il pouvait nous dire, puisqu'il est vraiment là-bas, on avait mis un certain nombre d'espoirs dans cette grève annoncée pour le 26, donc lundi cette semaine, et on a peu d'informations. On a quelques informations, mais elles ne sont pas de première main telles que vous pouvez nous les donner. Je crois qu'il y a eu un certain mouvement le premier jour. Il y a eu des gens dans les rues de Minsk. Je sais que beaucoup d'étudiants étaient dans la rue. On a entendu dire qu'il y avait dans les usines
c'était moins convaincant, il y avait moins que ce qu'on aurait pu espérer, mais quand même, et on sait quelle est la situation, donc dans les usines où les ouvriers sont très dépendants du pouvoir, et non pas seulement l'ouvrier lui tout seul, mais toute sa famille très souvent, donc c'est très, très difficile. Mais quel est le succès justement de cette grève dans ces quelques jours? Si je peux me permettre de vous demander de nous... quel est ce que vous savez dessus? Merci beaucoup, en tout cas. Yeah, thank you very much. I'm just waiting for translation from French. Oui, j'attendais que la traduction arrive. Alors, merci de votre question. Oui, c'est le deuxième jour. Il y a eu des manifestations le week-end et le lundi, beaucoup de personnes sont descendues dans la rue. Plus de 7 universités ont participé, donc d'étudiants universitaires étaient là dans les rues et ont organisé aussi des manifestations au sein des universités. Beaucoup d'enseignants, de professeurs ont rejoint ces étudiants dans leur lutte, certains recteurs également. J'ai vu effectivement dans les journaux qu'un recteur a dit « Nous sommes avec vous » et un représentant également du ministère de l'Éducation et a dit « Ce sont vos droits constitutionnels, manifestez, faites ce que vous allez à faire. » Donc, c'est ce qu'on dit, des personnes du personnel administratif. Pour ce qui est des usines et des travailleurs, des ouvriers dans les sites de production, en fait, il se base sur un modèle italien, c'est-à-dire c'est la grève du zèle, pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique en place. Et après 18 heures, après leur travail, ils vont dans les rues. Mais ça ne se passe pas uniquement à Minsk. Lundi, dans des petites villes également comme Gleridia, Babruns, il y a également eu des mouvements. Il faut bien comprendre que le Bélarus, ce n'est pas comme dans vos pays. Il y a ceux qui vivent près de la frontière russe, Mangolov, Gomil, et puis à Grodna, par exemple, là, on est plus près de l'Union européenne, des frontières de l'Union européenne. Et en fait, ce lundi, il y a eu des mouvements des deux côtés. C'était impressionnant. Donc, j'espère que les gens comprennent qu'on pourra changer quelque chose, qu'on est capable de gagner en continuant de manifester, de protester. Alors, dans les hôpitaux, dans les soins de santé, ce que sont les personnes médicales, il y a également, ils ont aussi manifesté, de même que des représentants de l'université des arts de la science ont également manifesté, sont également descendus dans la rue. Donc voilà, c'était une journée quand même très intéressante lundi dernier. Oui, c'est vraiment la question d'Isabelle. On peut dire que c'est un mouvement transversal. Ce n'est pas uniquement les jeunes qui manifestent, ce n'est pas uniquement les érudits, c'est partout et c'est tous les groupes de population, toutes les classes sociales, des travailleurs, jeunes ou non. Effectivement, ça dépasse de loin juste les jeunes. Ce que je vois de mes yeux, c'est que les manifestants, ils ont entre 18 et 60 ans. Et puis tous les jours aussi, il y a la marche des femmes qui se déroule, qui a lieu. C'est impressionnant.
de voir cela, comment ça se passe à Minsk. Alors, ça n'a fait que quelques années qu'en Biélorussie qu'on parle des droits humains et là maintenant on les voit pratiquer. Et on peut supposer que le mandat du président devrait se terminer en novembre et que le 6 novembre, il ne sera pas considéré comme le président légitime de Bélarus. Je parle bien évidemment de Alexander Loukachenko, mais qu'elle devrait être remplacée par Svetlana Tikhanovskaya, que vous avez rencontrée. Je vois que Natalia a levé la main, donc je voudrais lui redonner la parole. Mais je voudrais aussi dire quelques commentaires d'ordre personnel. Il y a de cela 2 ans et demi, j'étais à Minsk en tant que journaliste et j'ai rencontré certains de vos collègues, d'anciens collègues, Lavon, une collègue notamment qui m'a dit, enfin en tout cas j'avais l'impression à ce moment-là que la politique était un sujet tabou dans la sphère publique. Donc, les gens parlaient ouvertement si on se retrouvait juste à 2, mais dès qu'il y avait plus de 2 personnes, les gens avaient peur de s'exprimer. Ce qu'elle m'a dit, c'est que ce que vous faites dans le Conseil national des jeunes, c'est préparer les jeunes au fait que une fois que les jeunes de Bélarus se lèveront pour manifester contre ce dictateur, il y aura des personnes prêtes à reprendre le flambeau pour vraiment amener ce pays sur la voie de la démocratie. Voilà, Natalia, pourquoi je voudrais vous donner la parole. À votre avis, est-ce que la société civile est prête à mener le pays de l'avant une fois que Loukachenko sera dehors? Voilà, c'est super que vous soyez là. Voilà, je voudrais juste donner la parole à Natalia par rapport à la question que je viens de poser, puis ensuite je vous donne la parole. Merci. Oui, merci Jonathan. Oui, un petit ajout concernant la grève des travailleurs. C'est important de bien comprendre qu'ils travaillent pour des sociétés publiques avec des contrats à courte durée et les droits du travail ne sont absolument pas respectés au Bélarus. Donc, ils dépendent complètement de l'administration de cette entreprise publique qui peut en faire ce qu'ils veulent. Notamment, lundi, des travailleurs qui ont manifesté, qui se sont mis en grève, ont été licenciés. Des étudiants aussi ont été renvoyés de leur université parce qu'ils ont manifesté lundi. Alors, pour ce qui est de la société civile, je crois effectivement que la société civile passe par un changement profond, une transformation profonde, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à ce type de transformation. Alors, la société était assez passive, peu politique, pas très active, et là maintenant on voit vraiment qu'il y a une véritable dynamique politique. Les gens se politisent, s'intéressent de plus en plus, se rendent compte de plus en plus qu'ils peuvent influencer le changement, qu'ils peuvent gagner une victoire, et donc ils commencent à organiser des communautés territoriales et ils sont vraiment surpris. Ils sont surpris de se rendre compte qu'ils peuvent prendre des décisions par rapport au territoire sur lequel ils vivent. Je pense que ce n'est pas illégal, qu'ils peuvent interagir avec les autorités locales. Et donc, je pense que on sent vraiment un effort pour sur la voie de la création d'une organisation informelle, d'un réseau informel qui serait au service de la population, qui répondrait aux fins de la population. Par exemple, nous avons l'Union de Bélarus des écrivains, voilà, et différentes professions sont en train de s'organiser, de créer comme ça des organisations informelles pour le présenter, que ce soit les physiciens, les
sportifs. Et c'est comme ça qu'ils essayent de se rencontrer, de se regrouper, de défendre leurs intérêts. Donc, il y a vraiment cette espèce de mouvement, de tendance à la société à s'auto-organiser et parfois en fournissant même des services publics qui devraient être fournis par l'État. Mais il y a maintenant donc une société alternative qui est vraiment en train d'émerger. Et effectivement, en termes de leaderat, je crois qu'il est important après 27 ans d'oppression de trouver des dirigeants, mais ils apparaissent. Il y a déjà des bons dirigeants qui sont là depuis déjà un certain temps. Certains d'entre eux sont en prison, des leaders, pardon, sont en dehors, sont exilés. Donc ça, et les gens s'intéressent vraiment maintenant à tous ces leaders potentiels. Merci beaucoup, Natalia. Merci, Natalia. Alors, effectivement, j'aimerais citer Svetlana Tikhonovskaya. Nous avions peur, nous étions endormis et nous nous sommes réveillés. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Petras Astrovicius. Merci de nous rejoindre depuis l'aéroport de Bruxelles. Quelques mots vous concernant. Membre du Parlement européen lituanien, vous étiez et vous êtes l'un des rapporteurs de la résolution du Parlement européen sur le Bélarus. Et ce qui est particulièrement intéressant, je pense aussi, c'est que vous étiez diplomate, ambassadeur de votre pays et vous avez préparé notamment la Lituanie à l'adhésion à l'Union européenne. Donc je pense que vous savez extrêmement bien de quoi il s'agit quand on parle d'application de l'état de droit dans des pays d'Europe centrale ou orientale. Vous vous souvenez peut-être de votre carrière, de votre autre vie comme diplomate, maintenant au Parlement européen également? Oui, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et merci de me permettre peut-être de prendre part à votre débat. Oui, effectivement, dans ma vie antérieure, l'expérience que j'ai acquise me sert notamment dans ce que je fais aujourd'hui, parce que après tout, je viens d'un pays voisin, du Bélarus, avec toute une série de connexions aussi, des liens qui nous lient historiquement, économiquement. Les 100 dernières années expliquent probablement beaucoup de choses, puisque les voisins sont les voisins, les contacts sont noués, les liens existent entre les citoyens en Lituanie et les voisins, bien évidemment. Donc, pour en revenir à votre question, comment nous, nouvelle génération, d'élus démocratiques, comment justement donner naissance à cette nouvelle génération de politiques? Eh bien, ma réponse, elle sera simple, parce que finalement, personne, dès le départ, ne connaît tous les tenants et les aboutissants justement d'un régime démocratique et de la manière justement d'y faire sa place. Les choses s'acquièrent, s'apprennent au fur et à mesure, au Bélarus comme ailleurs, et j'y crois. J'y crois, je suis sûre qu'il y aura un groupe effectivement de jeunes, peut-être de moins jeunes aussi, prêts à vivre, et à tirer les leçons de l'expérience, de leur propre expérience, mais également de l'expérience des autres. En diaspora, vous avez actuellement des jeunes, des gens vraiment extrêmement intelligents qui pourront également tirer profit et tirer les leçons de ce qui se fait ailleurs. Vous avez toute une série d'individus là qui sont prêts à embrasser une toute nouvelle vie. Voilà. I don't hear you. Je ne vous entends pas, malheureusement. Pardon. Oui, voilà. Voilà. Rallumez le micro. Lavon Marosaou est avec nous, militant et et membre du Conseil de la jeunesse au Bélarus. Il doit nous quitter d'ici quelques instants, dû notamment au conflit. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais Lavon, peut-être encore en 2 mots, en 2 phrases. Nous débattons,
débattons là avec 2 membres du Parlement européen, Isabelle Wessler. Quelle est votre demande en tant que militant, en tant que jeune? Quelle est votre demande en tant que militant vivant au Bélarus? Qu'attendez-vous du Parlement européen? Qu'attendez-vous de ces eurodéputés? Quel est le message que vous voulez leur faire passer? Merci. Alors, comme vous le savez, certains sont déjà à Vilnius et essayent, au départ de Vilnius notamment, de nous aider. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que, par exemple, nous, on se sent faire part de la société européenne. Je pense effectivement que au Bélarus, parfois, certains amis un peu plus âgés que moi, notamment en Europe, ne comprennent pas bien ce qui se passe au Bélarus. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer, c'est de faire passer le message, notamment aux Européens, d'essayer de leur faire comprendre ce qui se passe au Bélarus. Comprenez également les aspirations des jeunes qui pourront un jour peut-être faire partie de l'Union européenne. Nous, on ne veut pas venir en Union européenne, on veut rester chez nous, dans notre pays. Notre situation est difficile et l'idée, c'est peut-être d'aider justement votre voisin à opérer une transition vers un régime démocratique. Voilà le message. Merci Lavonne, merci. Évidemment, restez, vous êtes le bienvenu autant de temps que vous voulez. Merci d'avoir avec nous partagé justement ce message, où que vous soyez au Bélarus. Petras, Isabelle, je reviens vers vous. Petras, vous êtes rapporteur de cette résolution qui a été appuyée par une très 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 large majorité au Parlement européen. C'est plutôt inhabituel. Non, c'est plutôt inhabituel. Ce fut facile d'obtenir un tel soutien. Et quel est votre sentiment justement par rapport à cela, alors que le Parlement européen semble assez uni finalement, et ce qui est suffisamment rare. Hein. Oui, effectivement. Vous venez là de dire quelque chose d'extrêmement important, puisque ce rapport, cette recommandation, effectivement, a reçu l'appui de 602 parlementaires. Seuls 44 se sont exprimés contre et 44 se sont abstenus. C'est assez inhabituel en matière de politique étrangère. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le projet de rapport qui est présenté ou de résolution commune. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que sur les 30 dernières années, voire même avant, la Biélorussie a simplement été éliminée du paysage politique européen. C'était comme l'angle mort, si vous voulez, de la carte de l'Europe. Posez la question, vous auriez posé la question il y a un an, que pensez-vous en tant qu'analyste ou en tant que journaliste, que pensez-vous de la Biélorussie? À votre avis, qu'auriez-vous répondu? Ben, j'imagine pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous auriez peut-être parlé de quoi? D'un pays qui se trouve quelque part à l'est de l'Europe, qui a peut-être été touché par Tchernobyl, oui. Vous auriez peut-être évoqué le nom de Loukachenko, mais c'est tout, c'est presque tout. Vous auriez même peut-être pas dit beaucoup plus. Et donc, il y a là peut-être une certaine ignorance par rapport à la Biélorussie, un manque peut-être d'engagement et pas grand-chose d'autre de la part de l'Union européenne. Et donc, j'estime qu'il est de mon devoir, justement, qu'il a été de mon devoir de compiler un rapport détaillé sur la situation actuelle dans le pays et de dégager peut-être quelques solutions pour l'Union européenne
dans ses relations avec la Biélorussie, puisque elle est amenée à travailler, je pense, avec la Biélorussie, avec l'opposition démocratique qui doit recueillir notre soutien. Raison pour laquelle ce rapport, je pense, peut être vu comme un véritable accompagnement pour les membres du Parlement européen. Je dirais que c'est un rapport aussi qui peut nous aider à mieux comprendre la situation actuelle et comment on y est arrivé. Merci beaucoup, Petras. Effectivement, Isabelle, peut-être, nous avons, pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant, l'interprétation est disponible. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Pas tout, pas tout. Non, effectivement. Bien, si ce n'est pas le cas, l'interprétation est disponible en anglais. Vous devez choisir le canal anglais, bien sûr. Si. Non, le canal anglais. Oh, enfin, bref. Un des deux. Non, choisissez. Please. Non. C'est le canal anglais. Le canal anglais. Isabelle. Intervention au Parlement européen. Vous disiez que les actions de l'Union européenne ne suffisent pas, clairement. Et à l'instant, je venais de poser la question à Petras Austrevicius que c'était quand même, j'ai remarqué que c'était quand même exceptionnel que le Parlement européen, mais je souligne l'institution Parlement européen, était unie autour, de manière très remarquable et forte autour de cette résolution qui a été votée. Or, encore une fois, aussi pour la Biélorussie, on voit que l'institution qui bloque et qui freine un peu les actions entreprises de l'Union européenne, c'est le Conseil. Donc là, l'instance où les chefs d'État et de gouvernement sont représentés, ou au niveau aussi des ministres des Affaires étrangères. Est-ce que ça aussi, ça repose un peu en question la manière de fonctionnement de l'Union européenne, que peut-être il faut trouver vraiment partir de ce principe d'une majorité, de l'unanimité, plutôt d'une majorité, pour pouvoir aussi avancer en termes de politique extérieure. Tout à fait. Je crois que là, on va si je m'avance trop, on va s'écarter du sujet de la Bélarus. Mais il est vrai que le Conseil parfois paralyse une politique commune d'affaires étrangères de l'Union européenne. Et nous devons absolument agir à ce niveau pour que cela change. Je voudrais tout de même aussi revenir donc sur ce qu'on était en train de parler, c'est-à-dire cette ligne très étroite sur laquelle l'Union européenne et le Parlement européen, où on doit avancer d'un soutien très clair à l'Union européenne sans que ce soit une ingérence qui dévierait du chemin sur lequel elle doit rester, pour que justement il n'y ait aucune ingérence d'aucun pays étranger. Bon, c'est, comment dire, disons les choses comme elles sont. La Russie, manifestement, il y a de l'ingérence. Quand nous soutenons d'une certaine façon l'opposition, on peut aussi dire qu'il y a de l'ingérence, même si elle n'est absolument pas comparable à ce que fait la Russie. Mais je crois que l'opposition en Bélarus a dit clairement qu'il faut que ce soit eux à le faire. Et que l'appui que nous devons donner, qui est absolument nécessaire, il doit être très clair. Je viens de dire tout à l'heure, je crois que Petras n'était pas encore là, j'ai parlé de la commission qu'on a eue, où on a dit que l'impunité ne devait en aucun cas s'installer, qu'il fallait vraiment qu'il soit rendu, qu'un verdict soit rendu, que les gens qui commettent des crimes, parce que ce sont des crimes contre les manifestants, eh bien qu'ils soient punis. Donc à ce niveau-là, nous avons sûrement quelque chose à faire. Par contre, par rapport donc justement à cette ingérence politique, il faut être très prudent pour permettre cette transition démocratique que les personnes, que le peuple bélarusse est en train de réaliser par lui-même. Donc notre appui
sans que cette ingérence aille au-delà. Je veux d'ailleurs dire que l'un des problèmes qui nous apparaît par rapport à cette opposition, et vous avez, Natalia Yarashevich, a parlé des leaders, il y a cette problématique que Loukachenko a mis en prison ou a forcé à aller à l'étranger toutes les figures leaders de l'opposition. Mais j'ai aussi l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se met vraiment en place. J'ai vu que maintenant, d'ailleurs, je crois que c'est le 26 octobre, il y a eu cette anti-crise, cette administration anti-crise qui s'est mise en place avec des personnalités du Conseil de coordination, où j'ai vu Pavel Latouchko qui serait donc prêt à faire comme une administration, je ne veux pas dire un gouvernement de transition, mais on voit que l'opposition bélarusse est en train vraiment de se construire avec une leaderance qui peut permettre vraiment maintenant de faire les pas qui sont nécessaires, parce que ce dont on avait peur, c'est que cette opposition bélarusse dans la rue, qui continue à vraiment d'une manière admirable à se mobiliser toutes les semaines, eh bien qu'elle n'arrive pas à démarrer la transition au niveau institutionnel parce qu'elle n'était pas assez organisée. Et je suis vraiment très contente de voir que cette organisation se met en place. Isabelle, et justement, si vous parlez d'opposition qui s'organise dans les rues, elle s'organise pas seulement en Biélorussie. And I'll switch to English again. Et je reviens au français. Nous concernant, eh bien, cette opposition en fait s'organise au Bélarus, mais également dans d'autres pays. Dans d'autres pays au sein de l'Union européenne. Je pense que vous avez été très clair pour dire que ce dont on discute finalement pour l'instant, ce n'est pas tellement quelque chose qui ne concerne que le Bélarus, mais également chaque citoyen européen ou chaque citoyen du monde, parce qu'ici nous parlons finalement de valeurs fondamentales. Et enfin, Lali, vous merci d'avoir attendu pendant tellement longtemps. Vous êtes militante biélorusse au Luxembourg, militante qui vous avez réussi à réunir plus de 200 personnes. Je peux vous dire que pour le Luxembourg, c'est beaucoup, c'est énormément, c'est pas mal du tout. Donc voilà, très active au Luxembourg. Lali, quelle est la dynamique finalement qui se dégage de ces rassemblements que vous avez organisés ici au Grand-Duché? Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé ce panel. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous y inviter. Après plus de 10 semaines de contestation au Bélarus. Alors, avant que le mouvement d'opposition se manifeste en Biélorussie, la politique ne m'intéressait pas tellement. Les droits humains certainement, mais la politique probablement moins. Les droits humains qui étaient violés, mais également droits humains qui n'ont pas eu droit de citer finalement pendant plus de 20 ans, près de 30 ans. Et lorsque j'ai vu les premières images de ce qui se passait après les élections le 9 août au Biélarus, je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je vis ici au Luxembourg depuis 6 ans. Et je me suis dit qu'il était important probablement de sensibiliser chacun à la situation au Bélarus, stipulant que finalement les gens là, ils se battent pour leurs droits. Et donc la semaine qui a suivi les élections a vu les premières manifestations se produire. Effectivement, au Grand-Duché, nous avons une petite diaspora biélorusse de 300 à 400 personnes. Or, le gouvernement luxembourgeois nous a vraiment accompagnés, nous a aidés. Ils ont, jusqu'à maintenant, en fait, il y a évidemment des restrictions, mais dues à la pandémie. Et donc, il y a eu une énorme
le 23 août, il y a eu une énorme réunion dans la zone des pays baltes. Là aussi, plus de 200 personnes ont participé à cette réunion qui a mené, je dirais, à donner un coup de projecteur, notamment sur ce qui se passait au Biélorusse. Et le week-end suivant, lorsque nous avons organisé une autre réunion, on a vu 3 hommes qui sont venus nous trouver avec une caméra et nous dire qu'ils venaient de Biélorussie et nous demander qui nous étions, ce que nous faisions et ce que nous comptions faire. Stop filming us. They just were like typically laughing and filming the whole group and laughed. So this happening, I reported to police, to local police. Voilà, et c'est ça qui s'est passé, c'est ça qu'on a rapporté à la police. Alors, bien sûr, nous voulons également soutenir la diaspora, donc on organise également des réunions. Donc, on essaie toujours bien sûr d'attirer l'attention de la presse. Ça passe pas donc uniquement dans la rue, mais en ligne, dans les journaux. Ce samedi également, il est prévu qu'on se réunisse avec une manifestation aussi. Et on espère du coup que ça va vraiment permettre de témoigner du soutien pour les gens en Biélorussie, au Bélarus, qui dépendent d'un moment d'énergie et de force qui. Et votre famille? Well, I have family in Belarus living. J'ai de la famille effectivement en Biélorussie. Une personne de ma famille travaille pour une institution gouvernementale depuis 20 ans. Il a refusé de cautionner les violations des droits humains. Donc, il a démissionné en août. Mais voilà, c'était pas une démission. C'est devenu... il a été attaqué en justice en disant que non, il n'était pas venu au travail et que c'était illégal. Donc, en fait, il a démissionné, mais il a reçu un courrier comme quoi il avait été licencié. Donc, cette personne maintenant est à l'étranger. Donc, s'installe à l'étranger, dans un pays de l'Union européenne. Donc, avec le soutien de l'Union européenne. Donc, heureusement, il a des opportunités. Et le reste de ma famille et de sa famille vit toujours au Bélarus. Alors, les frontières ont été officiellement fermées par le gouvernement. Donc, il y a des difficultés à sortir du pays à cause aussi, bien sûr, du Covid, évidemment. Alors, avant, on avait été épargné, mais là, maintenant, le Covid frappe également le pays. Oui. C'est intéressant dans ce que vous dites. Ce sont des choses qu'on n'entend pas forcément, nous, ici. Apparemment, il y a également de l'opposition au sein de la police, ce qui est assez rassurant, mais ça veut dire que tous les membres de la police ne sont pas contre l'opposition, ne soutiennent pas tous le régime de Loukachenko. Natacha, est-ce que vous pensez que si la police et les militaires arrêtent de soutenir Loukachenko, ce sera la fin de son mandat? Bien. Oui, ça pourrait créer un gouvernement en exil, mais ce qui est également positif et qui s'est produit cette semaine, c'est l'ultimatum lancé par Svetlana Tikhanovskaya et l'appel à la grève. Et donc, il semblerait qu'il y ait plus maintenant de cohérence, de connexion entre Svetlana Tikhanovskaya en tant que leader et les gens dans la rue. Donc, il y a un lien maintenant établi entre les gens dans la rue et elle.
Donc, elle a lancé un appel à la grève, elle a appelé à ce qu'ils descendent dans la rue pour faire la grève tout au long de cette semaine. Et donc, avant, d'analyse disait non, c'est trop séparé, ils sont trop, Svetlana et la rue sont trop séparés. Mais en fait, maintenant, ces deux forces sont en train de se rejoindre. Bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais c'est quand même donc une évolution positive. Et en ce qui concerne la question de l'effondrement du système, on voit que petit à petit, des gens sortent du système, qu'il s'agisse des personnes du ministère des Affaires étrangères, des diplomates, des membres de la police, donc de différents secteurs, des personnes qui se retirent et qui démissionnent. Et ce qui est important ici, en fait, pour les diplomates, c'est peut-être pas si difficile, mais pour un officier de police, par exemple, qui travaille pour l'État et qui reçoit des indemnités de l'État, mais bon, s'ils quittent ce service, ils doivent rembourser énormément d'argent. Ce sont des milliers d'euros. Donc, ça veut dire que pour ces personnes, c'est un défi financier aussi. Donc, ça laisse toute la famille en dette. Ça place toute la famille dans une situation de dette. Donc, bien sûr, il y a des plateformes de crowdfunding, de financement collectif qui soutiennent les personnes qui démissionnent. Et ça permet un petit peu de rassurer ceux qui se retirent, pas uniquement dans la police, mais les travailleurs en grève aussi. Donc, ils savent qu'il y a quand même une alternative, qu'il y a certains soutiens par des fonds constitués en crowdfunding. Donc, c'est des initiatives qui sont prises à la fois pour les sportifs, pour les gens de la culture. Et les Biélorusses à l'étranger sont solidaires. En fait, partout dans le monde, des gens contribuent, soutiennent, contribuent à des fonds. Il y a notamment un élève hongrois, entendu, qui a donné un montant qui était l'équivalent de l'achat d'un sandwich dans une cantine scolaire. Donc, c'est un signe symbolique, mais c'est vraiment très beau de voir ce genre de choses. On voit que partout dans le monde, même les plus jeunes, même des enfants, sont solidaires de la situation au Bélarus. Merci de ce témoignage et merci à tous les membres du panel. Levon Brazo qui nous a rejoint de Bélarus, de Petras Austravicius qui va bientôt prendre le train pour Bruxelles. Merci bien sûr à Isabelle Wismar, Lima bien évidemment. Merci à nos activistes Bélarus, Luxembourg et Lali Beladoce. Bien sûr, nous allons continuer de suivre ce qui se passe en Biélorussie. Voilà, c'est là, ça se passe en Europe. Alors, je voudrais remercier notre équipe, Christophe Schröder, Marco Just, pour s'être assuré que la technique fonctionne, que toutes les vidéos fonctionnent. Merci aux stagiaires, merci aux interprètes, Isabelle Galère et Muriel Mercier. Merci, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Avec mes problèmes techniques, et Stefan Koppenberg, représentant de la Commission européenne à Luxembourg. Et bien sûr, merci à votre équipe qui nous ont aidés à planifier cet événement. Diego Fala, Juliana Vazido, qui nous ont aidés à planifier et organiser cet événement. Stéphane, je vous laisse le dernier mot. Merci beaucoup, Jonathan. Oui, je partage bien sûr tous ces remerciements. Je trouve que nous avons eu ici une conférence très, très instructive et je suis très contente que nous ayons organisé cela ensemble. Le Parlement européen, la Commission européenne, tout le monde l'a dit. C'est très important de continuer à sensibiliser, à informer l'Union européenne de ce qui se passe au Bélarus. C'était
d'entendre le témoignage de Laven, qui nous a expliqué à quoi ressemblait son quotidien. Isabelle Wismer l'a très bien dit. Le Parlement européen garde le Bélarus à son ordre du jour, et en tant que Commission européenne aussi, certaines actions ont été lancées pour les victimes de répression afin de fournir un appui médical, un appui financier, 30 millions d'euros pour le secteur de la santé, d'autres milliers d'euros pour les entreprises sociales, et à l'agenda également la mise en œuvre de sanctions pour les responsables des abus des droits humains. Si tout cela est approuvé, ça permettra à l'Union européenne d'avoir plus de flexibilité, plus de marge pour pouvoir punir les auteurs de ces violations. Mais il y a des sanctions prévues, oui. Peut-être expliquer. De l'autre côté de la frontière avec le Bélarus, vous avez des exemples magnifiques de pays qui ont rejoint l'Union européenne à un stade assez avancé, trop avancé à mon goût, la Lituanie, Lettonie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovénie, et ensuite, et puis le Portugal, la Grèce, l'Espagne, qui sont d'anciennes dictatures aussi, et tous ces pays sont passés par ces processus de démocratisation qui ont été aussi douloureux, dans mon pays aussi. Donc l'Allemagne de l'Est, à l'époque, c'est un processus, la transition prend du temps, et c'est un processus douloureux. Mais c'est faisable, c'est réaliste, et c'est le message d'espoir que donne le Bélarus à l'ensemble du monde. Et donc, c'est faisable et ça en vaut la peine. Et quand Isabelle parlait, Natalia aussi, j'ai pensé en fait que l'opposition est en train de s'organiser. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure ça fonctionne, c'est efficace, mais je sais très bien que dans le cas de l'Espagne et du Portugal, les leaders de l'opposition qui travaillaient dans la clandestinité et pour autant ont bénéficié d'un soutien impressionnant de partis politiques de pays qui faisaient déjà partie à ce moment-là de la communauté européenne, comme cela était appelé à l'époque. Et donc voilà, ça a été très efficace. Donc nous ne pouvons qu'espérer. Merci beaucoup pour la tenue de cet événement. On a eu une autre conférence européenne sur l'Albanie, autre pays également qui est en transition. Et dans d'autres pays que j'ai mentionnés, l'état de droit, et sans exception, est quelque chose de relatif, quelque chose qui prend du temps pour y arriver. Et de toute façon, la loi n'est jamais parfaite nulle part. Bien sûr, il y a un abysse entre ce que vit le Bélarus actuellement et les autres pays de ce que vivent les pays de l'Union européenne, mais voilà, on sait que ça prend du temps. C'est un processus extrêmement lent, lourd, il faut du temps pour les structures évoluent, mais bon, une fois de plus, je le répète, vous, tous, devons rester résilients. Et c'est quelque chose qui est mis en avant avec le prix Sakharov. Le Bélarus mérite vraiment qu'on qualifie ce pays de courage, de résilience. C'est la façon européenne d'agir. L'Europe s'est construite très lentement, petit à petit, pierre après pierre. Mais finalement, en fin de compte, on devient de plus en plus résilient en tant qu'Union européenne. Et qui sait, le Bélarus, c'est l'Europe aussi. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage encore et le meilleur pour la suite. Alors, vous mentionnez l'état de droit. Il y a un pays qui nous a bien montré ce qu'était l'état de droit après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis. Et voilà, il y a des élections importantes qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Et avec Marc Engel, Isabelle, Robert Hampson de l'Université du Luxembourg, avons un rendez-vous à ce sujet la semaine prochaine, le 4 novembre. Nous parlerons donc des élections américaines
On verra si l'état de droit sera maintenu aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Thank you. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci et tenir bon pour le Bélarus.